aller au-delà de la description et essayer de saisir les mécanismes explicatifs des pratiques des journalistes, il faut faire intervenir une notion que j'invoque, qui est un peu technique, mais je suis obligé de l'invoquer. C'est la notion de champ journalistique. Bon, alors j'entends par là ce qu'on pourrait désigner aussi par le mot de microcosme. Le monde journalistique est un univers qui a ses lois à lui. Il est autonome, ça veut dire qu'il a sa propre loi, que ce qui s'y passe ne peut pas être compris de manière directe à partir de facteurs extérieurs. Pour comprendre, c'était le présupposé de l'objection que je faisais à l'explication de ce qui se passe dans le journalisme par les facteurs économiques, par exemple. On ne peut pas expliquer ce qui se fait à TF1 par le seul fait que c'est possédé par M. Bouygues. Ce n'est pas possible. Il est évident qu'une explication qui ne prendrait pas en compte le fait que cette chaîne est possédée par M. Bouygues serait insuffisante, mais celle qui ne prendrait en compte que cette explication ne serait pas moins insuffisante. Bon. Et elle le serait peut-être encore plus parce qu'elle aurait l'air d'être suffisante. Et elle serait particulièrement dangereuse. Il y a une forme de matérialisme court, associé au marxisme, à la tradition marxiste, qui laisse les choses en l'état, qui n'explique rien, qui dénonce sans rien expliquer. Donc il est important d'avoir à l'esprit que pour comprendre ce qui se passe à TF1, il faut comprendre que TF1 est situé dans un univers de relations objectives entre les différentes chaînes de télévision qui sont en concurrence et qui interagissent par des concurrences explicites, mais qui aussi se contraignent de façon invisible à travers des rapports de force non perçus. Des rapports de force qui peuvent tenir, qui peuvent être mesurés sous la forme de parts de marché, sous la forme de poids auprès des annonceurs, sous la forme de capital collectif de journalistes prestigieux, etc., etc. Bon, autrement dit, il y a entre ces chaînes pas seulement des interactions, des gens qui se parlent ou qui ne se parlent pas, des gens qui s'influencent, des gens qui se lisent, tout ce que j'ai raconté, mais aussi des rapports de force complètement invisibles qui font que quelqu'un qui est dans cet univers ne peut pas faire certaines choses et est fortement incliné à faire d'autres choses. Bon. Et donc, pour comprendre ce qui va se passer à TF1, a fortiori à Arte, a fortiori... dans un champ, dans un microcosme, les degrés de liberté sont très inégaux. C'est-à-dire, dans le champ des entreprises économiques, par exemple, une entreprise très puissante a le pouvoir de déformer, en quelque sorte, l'espace économique presque en totalité. Donc, par exemple, une entreprise peut, en baissant les prix, interdire l'entrée de nouvelles entreprises. Bon, elle peut introduire une sorte de barrière à l'entrée. On ne peut pas créer une entreprise parce qu'on est coulé d'emblée, etc. Donc il y a des effets qu'exerce une entreprise qui ne sont pas nécessairement le produit de volonté. Elle les exerce par leur existence même. Bon. Et je pense qu'une part de ce que fait TF1 est de ce type. C'est-à-dire TF1 a changé, comme on dit, le paysage audiovisuel, la structure de l'espace, par le simple fait qu'elle a accumulé un ensemble de pouvoirs spécifiques, de pouvoirs qui s'exercent sur cet univers et qui se retraduisent effectivement par des parts de marché, etc., etc. Alors, cette structure est inaperçue. Elle n'est pas perçue, elle n'est perçue ni par les téléspectateurs, ni par les journalistes. Ils en perçoivent les effets, ils ne sont pas inconscients. C'est évident qu'ils savent bien que TF1 existe à côté des autres chaînes, ils savent bien. Bon. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est à quel point le poids relatif de l'institution dans laquelle ils se trouvent pèse sur eux, et de même à quel point leur poids dans cette institution pèse sur eux. Autrement dit, pour essayer de comprendre ce que peut faire un journaliste, il faut avoir à l'esprit une série de paramètres. D'une part, la position
de l'organe de presse dans lequel il se trouve, TF1 ou Le Monde, dans l'espace journalistique. Deuxièmement, la position du journaliste considéré dans le sous-espace, dans son journal ou sa chaîne. Si je veux savoir aujourd'hui ce qui va s'écrire, ce que va écrire tel ou tel journaliste dans tel ou tel journal, ce qu'il trouvera évident, ce qu'il trouvera impensable, ce qu'il pensera indigne de lui, ou ce qu'il trouvera naturel, etc., il faut que je sache la position qu'il occupe dans cet espace. Pour comprendre un petit peu cette structure qu'on a sous les yeux, il est bon de refaire un petit peu la genèse de l'histoire du processus selon lequel cette structure s'est constituée. Dans les années 50, enfin, la télévision était à peine membre, enfin engagé dans le champ journalistique. Enfin, lorsque on parlait de journalisme, on pensait à peine à la télévision. Les gens de télévision étaient doublement dominés, en un sens. On les suspectait d'être dépendants à l'égard des pouvoirs politiques. Ils étaient donc dominés du point de vue culturel, enfin du point de vue symbolique, du point de vue du prestige, etc., etc. Et ils étaient aussi dominés économiquement, dans la mesure où ils étaient dépendants des subventions d'État, et donc beaucoup moins efficients, puissants. Avec les années, le processus serait à décrire en détail. Enfin, il faudrait évaluer, décrire les courbes économiques, d'audience, etc., etc. Bon, avec les années, la relation s'est complètement renversée et la télévision tente à devenir dominante à la fois économiquement et symboliquement, pourrait-on dire. Bon, c'est-à-dire que la télévision a un poids énorme dans le champ journalistique. Cela se marque d'ailleurs par ce qu'on appelle la crise des journaux. Il y a des journaux qui disparaissent, il y en a d'autres qui sont en crise grave, enfin, et qui sont obligés de se poser à chaque instant la question de leur survie, la question de la conquête ou de la reconquête de leur audience. Bon, alors cette domination donc, se manifeste très, très visiblement sur le plan économique, mais elle est aussi évidente de plus en plus, et c'est beaucoup plus étonnant, sur le plan symbolique, c'est-à-dire que il y a de plus en plus, par exemple, de carrières, de trajectoires, des indices objectifs enfin, de la domination. Ce sont les déplacements dans un espace. Dans l'espace social, en général, on va de bas en haut, on s'efforce de s'élever, et du même coup, les déplacements dans l'espace sont toujours révélateurs de la structure de cet espace. Or, il y a de plus en plus de mouvements, soit permanents, soit occasionnels, du journalisme écrit vers le journalisme télévisé. Et aujourd'hui, un journaliste qui veut avoir du poids doit avoir une émission à la télévision. Et un journal peut rester absolument identique, il peut ne pas perdre un lecteur, il peut ne changer en rien et en même temps être profondément transformé parce que sa position dans l'espace se trouve transformée. Et la position relative, son poids, la métaphore du poids, son poids est transformé. Et par exemple, un journal dominant cesse d'être dominant lorsque, pour employer une métaphore empruntée à la physique, lorsque son pouvoir de déformer l'espace autour de lui, enfin, dans le champ, diminue. Et au fond, il ne fait plus la loi. C'est-à-dire une grande entreprise monopolistique, évidemment, fait la loi sur un champ. Dans un duopole, c'est plus compliqué. Dans un espace économique, une très grosse entreprise, même s'il y en a beaucoup d'autres, fait en quelque sorte la loi, elle définit les prix, elle peut casser les prix, elle peut baisser le droit d'entrée, etc., etc. Bon, donc on peut dire, dans le monde du journalisme écrit, en un sens, le monde faisait la loi. Il était, bien sûr, en alternative, c'était l'opposition que font tous les historiens du journalisme, ils opposent les journaux à news, et les journaux à views, les journaux qui donnent des nouvelles, des faits divers, etc., et les journaux qui donnent des points de vue, des analyses, etc. Bon, alors il y avait déjà un champ avec cette opposition, des journaux à grand tirage, Françoise, etc. Bon, et des journaux à tirage relativement plus restreint, mais avec une autorité. Ce sont ce qu'on appelle les journaux
semi-officiels, ce sont des journaux qui vous donnent quelque chose qui est la vérité officielle d'un État, d'un pays. Bon. Alors le Monde avait donc cette autorité, il était suffisamment grand par son tirage pour être un pouvoir, je sais pas, du point de vue des annonceurs, bon, et en même temps suffisamment doté en capital symbolique, enfin, bon, pour être une autorité. Donc il avait les deux bases du pouvoir dans ce champ. Bon. Alors la presse depuis le 19e siècle, enfin, depuis qu'elle existe, a été balancée enfin, entre ces deux positions, et l'apparition, la presse a commencé par le côté news, bon, et c'est seulement peu à peu que le côté views enfin, s'est développé, que les journaux de réflexion, bon, c'est sensation-réflexion, hein, ce qui veut dire populaire, bourgeois. Ça, c'est une opposition très profonde dans l'inconscient collectif. Bon, les journaux donc de réflexion ont toujours coexisté avec des journaux à grand tirage, à grand public, à sensation. Et donc l'apparition de la division n'est pas un phénomène sans précédent. On a déjà vu ça. Cela dit, il y a quand même quelque chose de tout à fait sans précédent. L'un des gros problèmes pour les sociologues, c'est de ne pas tomber. Il y a deux illusions opposées. L'illusion du jamais vu, c'est inouï, sans précédent, etc. Alors il y a des sociologues qui adorent ça. Ça fait très chic à la télévision. Ça paye beaucoup de dire phénomène nouveau, inouï, mutation, révolution, etc. etc. Bon, ça fait bien quoi d'être le découvreur des choses que personne ne voit. Aujourd'hui, l'Internet, ça va changer. Bon, voilà. Alors il y a ça d'un côté, bon, et puis de l'autre, l'illusion du jamais vu, et puis l'illusion du toujours ainsi. Alors ça, c'est plutôt les sociologues conservateurs qui, vous savez, rien de nouveau sous le soleil, il y a toujours des dominants et des dominés, des riches et des pauvres, etc. Bon, voilà. Alors c'est toujours très difficile, et d'autant plus difficile que la comparaison entre les époques est extrêmement difficile. Quand on compare de structure à structure, c'est très compliqué, il y a tellement de paramètres, etc. Bon. Donc on risque toujours de se tromper et de décrire comme quelque chose d'inouï, quelque chose de banal, etc. Bon, simplement par inculture. Alors ça, c'est un des gros problèmes aussi, c'est que on peut ignorer simplement qu'une chose qu'on croit extraordinaire. Bon, c'est pour ça que les journalistes sont très dangereux, comme ils sont pas toujours très cultivés historiquement. Ils s'étonnent de choses qui n'ont rien d'étonnant, ils s'étonnent pas de choses renversantes. Mais bon, donc l'histoire est indispensable pour nous sociologues, bon, et malheureusement dans beaucoup de domaines. D'une part, l'histoire de l'époque récente est la moins développée. On connaît beaucoup mieux l'histoire du Moyen-Âge, surtout en France, nous avons de très grands historiens, que l'histoire juste pré-contemporaine. Et d'autre part, l'histoire de ces phénomènes nouveaux, le journalisme, etc., est en général très peu développée. Elle est faite par des essayistes amateurs. Il y a des histoires du journalisme qui paraissent tous les 6 mois, mais qui ne... Bon. Alors, pour revenir à ça, il est vrai que l'opposition a existé. L'opposition a existé, mais elle a pris, je fais donc un compromis entre jamais vu et toujours ainsi, elle a existé, mais jamais avec cette intensité. Voilà. Et je pense que la télévision pose à l'univers du journalisme écrit et à l'univers culturel en général un problème absolument sans précédent. C'est-à-dire jamais on avait vu un instrument aussi puissant. Bon, à côté, la presse de masse qui faisait frémir. Enfin, au XIXe siècle, il y a un très beau livre de Raymond Williams, qui est un grand historien anglais, qui montre que, enfin, qui avance l'hypothèse que toute la révolution romantique en poésie a été suscitée par on peut dire l'horreur, bon, qu'a inspiré aux écrivains anglais l'apparition de la presse de masse. Quoi. Ils se sont sentis dépossédés, enfin, un peu comme aujourd'hui. Il y a comme ça des gens qui crient au désastre, la télé, enfin, bon. Donc, quelque chose qui n'est pas sans précédent, et qui pourtant, par son ampleur, par son poids, est tout à fait extraordinaire, et qui produit des effets tout à fait inouïs. Bon. La télévision peut rassembler en un soir, au journal de 20 heures, plus de gens que tous les quotidiens français réunis du matin et du soir. Bon, je crois que c'est l'ordre de grandeur. On dit, c'est un changement d'échelle. Et si l'information fournie par ce médium devient une espèce d'information omnibus, sans aspérité, et pour être ça c'est une loi qu'on connaît très bien, plus un journal ou un organe de presse ou un moyen d'expression quelconque a un public étendu,
plus il devient omnibus pour tous, plus il perd ses aspérités. Bon, l'exemple, c'est le magazine type Paris Match. Pour pouvoir toucher un très grand nombre de gens, il faut ne prendre que des problèmes sans histoire. Alors c'est les familles princières, c'est le consensus, quoi. Alors on met des photos avec des légendes, voilà, on construit l'objet, mais conformément aux catégories de perception du récepteur, etc. Ce qui fait que tout ce que j'ai décrit, enfin, sur le fonctionnement de la télévision, cette espèce de travail collectif, de conformisation, d'homogénéisation, etc., convient finalement. Il est le produit, ça c'est une chose qu'on observe souvent dans le monde social, il y a des rencontres étranges, c'est des choses que personne ne veut et tout se passe comme si ça avait été voulu. Si donc ce produit très étrange qu'est le journal télévisé, on continue sans que les gens qui financent, les gens qui ont le pouvoir, etc., aient tellement à intervenir, c'est parce que les lois sociales de fonctionnement de l'univers dans lequel ça se produit font que ça convient à tout le monde, ça ne bouge rien, ça ne touche rien, ça confirme des choses déjà connues, voilà. Ça laisse en place les structures mentales. Et ça, c'est très important, ça ne chahute pas. Il y a deux formes de révolution. Enfin, il y a des révolutions qui touchent aux bases matérielles d'une société. Enfin, bon, c'est celle qu'on évoque souvent. Enfin, là, on nationalise les propriétés du clergé. Bon. Et puis, il y a les révolutions qu'opèrent les artistes ou les grands prophètes religieux, ou parfois, très rarement, les grands prophètes politiques. Ce sont les révolutions qui touchent les structures mentales, c'est-à-dire qui changent nos cerveaux, hein, qui disent, je prends un exemple dans le domaine de la peinture, c'est Manet, quelqu'un qui a bouleversé une opposition fondamentale, qui était l'opposition entre contemporains anciens. Et il a peint des choses contemporaines, ce qui était extraordinaire. Des gens en gibus, il a bouleversé une structure sur laquelle reposait tout l'enseignement académique. Enfin, bon, voilà. Alors ces révolutions-là, qui ont l'air de rien, sont extrêmement subversives. Enfin, elles sont profondément subversives. Et si un instrument aussi puissant que la télévision faisait tant soit peu ça, ça s'arrêterait tout de suite. Par la logique de la concurrence, par la logique des mécanismes que j'évoque, la télévision ne fait rien de tel. Elle est parfaitement conforme aux structures mentales établies, en vigueur. Il faut aller au-delà des apparents, enfin d'abord de ce qui se passe sur le plateau, puis même de la concurrence qui s'exerce à l'intérieur du champ journalistique, pour aller jusqu'au rapport de force entre les différents organes, dans la mesure où ce rapport de force commande même la forme que prennent les interactions. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un débat entre Serge July et Duhamel, bon, pour comprendre pourquoi c'est eux, pourquoi leur débat est arbitré par une telle, par un tel, etc. Bon, pour comprendre donc des interactions, il faut faire intervenir les rapports entre les organes dont ces personnes sont les représentants dans l'espace du journalistique, et la position de ces gens dans ces espaces. Donc pour comprendre la moindre des choses, enfin ce que peut écrire un éditorialiste du Monde, ce qu'il ne peut pas écrire, etc., il faut avoir toujours en tête ces deux choses. Et alors ça sera vécu comme c'est incompatible avec la tradition du Monde, ou c'est incompatible, un journaliste du Monde ne peut pas faire ça, ou c'est contraire à l'esprit du Monde, ou ici on ne peut pas faire ça, ici ça ne se fait pas ça. Toutes ces choses qui sont énoncées sous forme de préceptes éthiques sont la retraduction très souvent de la structure de l'espace, du champ. Bon. Pour comprendre les images réciproques que les journalistes vont développer les uns des autres, et en particulier les images polémiques, parce que dans un champ, les différents protagonistes ont des représentations des autres agents engagés dans le champ. Il y a toujours des stéréotypes.
Dans le milieu journalistique, les gens vont développer des représentations. Les gens de presse écrite vont tenir des propos à propos des gens de presse télévisuelle, etc. Ces stéréotypes, ces représentations sont souvent des stratégies de lutte, prenant acte du rapport de force et visant à le transformer ou à le conserver, visant en particulier à le transformer. Par exemple, actuellement, chez les journalistes de presse écrite, et en particulier chez ceux qui occupent une position dominée à l'intérieur des journaux de presse écrite, qui sont dans des petits journaux et dans des petites positions dans les petits journaux. Bon, chez ces gens-là, on verra se développer un discours très critique à l'égard de la télévision, le pouvoir journalistique, c'est des choses que j'ai entendues aujourd'hui, et du côté de ceux qui donnent l'info la plus débile. C'est-à-dire, au fond, les plus forts, c'est les plus débiles. Bon. Donc, on jouera très fortement de l'opposition entre le dominant, une espèce de Goliath imbécile, très puissant, qui a beaucoup d'audience, beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'influence, qui est célébré, qui a beaucoup de fric, etc., mais débile, et le dominé, pauvre, mais vertueux, critique, intelligent, libre, etc. Bon, voilà, des stéréotypes. Alors, ces stéréotypes sont des stratégies à travers lesquelles on se réconforte, on se rassure, on fait de nécessité vertu, ce qui est un des principes fondamentaux de la vie sociale. Enfin, bon, la vie sociale est dure, enfin, on n'a jamais vraiment ce qu'on veut. Et toute une part du travail que les gens font sur eux-mêmes, dans leurs conversations avec leur épouse, avec leurs enfants, avec leurs copains, etc., vise à se satisfaire de ce qu'ils sont, bon, à se contenter, comme on dit, de ce qu'ils sont, et à se raconter des histoires pour être contents de ce qu'ils sont. Les journalistes aujourd'hui de presse écrite sont en position menacée. Et ils sont devant un choix. Est-ce qu'il faut aller dans le sens du modèle dominant, c'est-à-dire faire des journaux qui soient des quasi-journaux télé, ou est-ce qu'il faut, au contraire, accentuer la différence et faire une stratégie de différenciation de produits et dire, bon, de toute façon, en gros, les gens sont exposés aux médias, ils savent déjà l'essentiel, ils ont vu soit à la télé, soit à la radio, ça, et qu'est-ce que nous pouvons apporter que les médias n'apportent pas. Alors, le problème se pose aussi à l'intérieur du champ télévisuel lui-même, parce qu'il y a le champ journalistique dans lequel il y a presse télévisée et presse écrite, et puis il y a un sous-champ de la télévision, dans lequel il y a télévision de masse et puis télévision comme Arte. Il y a un choix aussi du même type. Est-ce qu'on cherche à courir ou à être complémentaire? Bon, alors, dans l'état actuel de mes observations, je pense que inconsciemment, les producteurs culturels, victimes de la mentalité audimat, ne font pas le choix. Le choix n'est pas posé. Alors ça, c'est une autre chose qui est très importante, me semble-t-il. C'est que les grands choix sociaux ne sont faits par personne. Bon, ça, et alors le sociologue arrive, il est toujours très désagréable, parce qu'il oblige à rendre consciente des choses qu'on préfère laisser inconscientes, dans la logique que j'ai dit tout à l'heure. Il faut se contenter, on fait la politique de l'autruche, etc. Bon, je pense qu'actuellement, au niveau des petites télévisions, enfin c'est surtout les chaînes culturelles, par exemple, de télévision ou de radio, on sont devant un choix. Est-ce qu'il faut être en compétition avec France Inter ou avec TF1, ou est-ce qu'il faut maximiser la différence, accentuer la différence pour garder un créneau? Et je pense que il y a des luttes évidemment à l'intérieur de ces champs, il y a des gens qui vont être pour une ligne ou pour l'autre, mais la tendance générale porte ces organes de production culturelle à l'ancienne, à perdre leur spécificité pour aller sur un terrain où ils sont battus de toute façon. Mais je pense que ça fait voir à quel point on peut passer d'analyse de structures invisibles, enfin qui sont comme ces structures, c'est un peu comme la force de gravitation, ce sont des choses que personne ne voit et qu'il faut supposer pour comprendre ce qui se passe. Bon, c'est ça. Hein. Bon, ces rapports de force donc invisibles vont se retraduire dans des conflits personnels. Est-ce que je fais ça ou ça? Dans des choix existentiels. Bon. Donc,
un champ de force et un champ de lutte pour transformer ou conserver le champ de force. Des gens qui s'opposent. Bon, et alors, le champ du journalisme a une particularité par rapport aux autres champs de production culturelle. J'ai évoqué plusieurs fois le champ des mathématiques, le champ de la littérature, le champ juridique, le champ scientifique, etc. Par rapport à ces univers de production culturelle, le champ du journalisme se distingue par le fait qu'il est beaucoup plus dépendant des forces externes que tous les autres. Du même coup, l'alternative pure ou commerciale qui se pose à tous les champs s'impose avec une brutalité particulière et le poids du pôle commercial est particulièrement fort. Donc on a affaire à... Alors l'opposition commerciale pure, on la retrouve dans tous les champs. Je prends un exemple simple, c'est l'exemple du théâtre. Le théâtre de boulevard, théâtre d'avant-garde. Bon, c'est le même type d'opposition, c'est une opposition homologue, nous disons, qui est équivalente de l'opposition entre TF1 et Le Monde. Bon. Et on va voir les mêmes oppositions. On aura un public plus cultivé d'un côté, moins cultivé de l'autre, plus riche d'un côté, moins riche de l'autre, plus d'étudiants, plus de commerçants. Enfin, bref, il y a des équivalences. Bon. Mais la différence qui est particulière, c'est que la force du commercial est sans égale. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était sans précédent en intensité. Elle est aussi sans égale si on la compare synchroniquement dans le présent aux autres champs. Le champ du journalisme est un champ, oui, mais qui est sous contrainte économique très forte par l'intermédiaire du mécanisme de l'audimat. Et alors ce qui me paraît très important pour comprendre l'évolution de la production culturelle, enfin, qui m'intéresse, pour comprendre ce qui va advenir dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, l'histoire, voilà un très bel exemple de discipline pure qui a des rapports très spéciaux avec la télévision et dont l'autonomie en tant que discipline, à mes yeux, est menacée par le fait qu'il y a de plus en plus une histoire de télévision qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est bon. Donc là, j'ai anticipé ce que j'allais dire, mais je crois que c'est important. Il y a un champ très hétéronome, très soumis aux contraintes commerciales, qui va exercer lui-même une contrainte sur tous les autres champs. Voilà, il va exercer une contrainte en tant que structure. C'est pas monsieur un tel qui va intervenir. Alors très souvent, les polémiques, les luttes, s'adressent à des hommes, elles sont ad hominem. Bon, et quand on fait de la sociologie, on apprend que les hommes, ils ont leurs responsabilités, mais ils sont grandement définis dans leurs possibilités et leurs impossibilités par la structure dans laquelle ils sont et par la position qu'ils occupent dans cette structure. Donc la polémique contre les journalistes ou tel journaliste ou tel écrivain, tel philosophe journaliste. Enfin, il y a des têtes de Turc, moi-même j'y sacrifie parfois. BHL est devenu une sorte de symbole de l'écrivain journaliste ou du philosophe journaliste, comme disait Wittgenstein. Mais au fond, c'est pas digne d'un sociologue de parler de Bernard-Henri Lévy. Bon, il faut voir qu'il n'est qu'une sorte d'épiphénomène d'une structure, qu'il est l'expression d'un champ, comme un électron est l'expression d'un champ. On ne comprend rien si on ne comprend pas le champ qui le produit et qui lui donne sa petite force, etc. Bon, voilà. Donc ça, je crois que c'est très important pour dédramatiser l'analyse, et aussi pour orienter rationnellement l'action. Parce que je pense qu'une part de mes analyses, et le fait que je les fasse sur une chaîne de télévision, repose sur l'idée que peut-être que ces analyses peuvent contribuer à changer les choses. Bon, toutes les sciences ont cette prétention. Je crois que c'est Auguste Comte qui disait science de prévoyance, prévoyance de action. Bon, je pense que la science sociale a le droit à cette ambition, comme les autres sciences, et elle peut donc, lorsqu'elle décrit un espace comme le journalisme, en y investissant au départ, d'ailleurs, des pulsions, des sentiments, des horreurs, des passions, etc., mais passions qui se subliment par le travail d'analyse. Bon, en faisant ça, le sociologue a une certaine espérance d'efficacité. Il pense que, par exemple, en élevant la conscience des mécanismes,
il peut contribuer à donner un peu de liberté aux gens qui sont manipulés par ces mécanismes, je pense. C'est-à-dire, ces analyses, c'est une parenthèse, mais je crois importante pour ma subjectivité. Je pense que les journalistes qui peuvent se sentir objectivés, comme on dit, c'est-à-dire épinglés, s'ils écoutent bien ce que je dis, se diront, mais ce type-là me dit des choses que d'abord je savais confusément, mais que je voulais pas trop savoir. Bon. Et puis, il me donne des instruments de liberté pour maîtriser. Il y a des alliances possibles, par exemple. À l'intérieur du journalisme, il y a des alliances possibles, trans-journal par exemple, qui permettraient de neutraliser certains effets qui naissent de la concurrence. Voilà un exemple très simple. Si une partie des effets maléfiques sont des effets structuraux qui orientent la concurrence, qui elle-même produit l'urgence, qui elle-même produit la poursuite du scoop, et qui fait qu'on peut lancer une information monstrueuse, extrêmement dangereuse, simplement pour battre le concurrent, alors que personne ne s'en apercevra. Bon, s'il est vrai que c'est ça, le fait de rendre ces mécanismes conscients, explicites, et de créer, pas une déontologie, ça ne sert à rien, mais un téléphone rouge pour dire, dans certains cas, comme ça se fait parfois dans le journalisme, quand il y a un enlèvement d'enfants, etc., il y a un moratoire, mais ça pourrait opérer dans beaucoup d'autres cas. Si les mécanismes généraux deviennent conscients, il se pourrait qu'une action consciente visant à contrôler ces mécanismes devienne possible. En tout cas, actuellement, tout le monde parle beaucoup de morale. En tant que sociologue, je sais que la morale n'est efficace que si elle s'appuie sur des structures, c'est-à-dire si les gens ont intérêt à la morale. Et pour que, dans des univers comme cela, quelque chose comme une inquiétude morale apparaisse, il faudrait que cette inquiétude trouve des renforts dans des structures, trouve des récompenses, enfin, dans des structures. Ça, c'est une parenthèse encore. Alors, donc, une structure, des luttes, mais des luttes qui sont sous contrainte. Et actuellement, je pense que tous les champs dans lesquels se produit quelque chose, enfin de la littérature, de la science, du droit, etc., tous ces champs sont soumis à la contrainte structurale du champ journalistique, donc pas de tel ou tel journaliste, et cette contrainte structurale a des effets systématiques, très équivalents dans tous les champs. Alors je vais donner quelques exemples. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, donc le champ journalistique agit en tant que champ, en tant que pouvoir structuré sur les autres champs, et autrement dit, un champ lui-même de plus en plus dominé par la logique commerciale impose de plus en plus ses contraintes aux autres univers. Bon. Le poids de l'économie qui pèse sur tous les univers sociaux, même les plus purs, l'économie pèse. Le poids de l'économie s'exerce sur le journalisme à travers la structure du journalisme, et il va prendre la forme de la pression de l'audimat qui s'exerce particulièrement sur la télévision, mais à travers le poids de la télévision sur les autres journalistes, il va s'exercer sur les autres journaux jusqu'aux plus purs, enfin, qui peu à peu vont se laisser imposer des problèmes de télévision. Bon. Mais de la même façon, il va peser sur les champs, pendant le champ juridique. Alors, il y a un très beau papier dans un numéro que nous avons consacré au journalisme, le numéro de Actes de la recherche en sciences sociales, un très beau papier de Rémi Lenoir, qui montre comment, dans l'univers judiciaire, les gens les moins convenables du point de vue des normes internes du champ juridique ont pu se servir de la télévision pour changer de rapport de force à l'intérieur de leur champ. Alors, dit comme ça, c'est abstrait. Je vais essayer de le redire plus simplement. Bon, dans chacun des champs, le champ universitaire, le champ des historiens, il y a des dominants, des dominés, selon les valeurs internes du champ. On dira, ça c'est un bon historien, c'est un historien dont les bons historiens disent que c'est un bon historien. Bon, c'est comme ça, c'est un bon mathématicien, c'est nécessairement circulaire. Bon. Mais l'hétéronomie, la dépendance à l'égard des forces externes commence quand quelqu'un qui n'est pas mathématicien peut commencer à donner son avis sur les mathématiciens. Or, de fait, à chaque instant, les médias interviennent pour donner des verdicts.
pour des verdicts. Bon, un des manifestations que vous ne remarquez même pas, mais les hebdomadaires adorent ça, ils vous font le bilan de la décennie. Alors, les 10 grands écrivains de la décennie, ils vous font le bilan de la quinzaine, le bilan de la semaine, les 20 intellectuels qui comptent, ceux qui montent, ceux qui descendent, etc. Bon. Pourquoi ça a un tel succès? Parce que c'est très important comme instrument de lutte à l'intérieur du champ. Ce sont des instruments destinés à faire monter les actions, faire baisser les actions des intellectuels, et ce sont des actionnaires qui jouent sur les actions. Bon, alors, une des stratégies, par exemple, consistant à mettre côte à côte dans une liste Bernard-Henri Lévy et Lévi-Strauss, c'est-à-dire une valeur indiscutée et une valeur discutable, pour essayer de bouleverser la structure des évaluations. Bon. Alors ces interventions extérieures sont très très menaçantes, premièrement parce qu'elles peuvent tromper les profanes, qui malgré tout ont du poids, dans la mesure où les producteurs culturels ont besoin de clients. Bon, ils peuvent agir sur la vente des livres, par exemple, et à travers la vente des livres, sur les éditeurs. Et à travers les éditeurs, c'est les possibilités de publier. Les jeunes écrivains à 300 exemplaires vont avoir de plus en plus de mal à publier, etc. Bon. Ça, c'est un premier point, mais ils peuvent agir aussi de manière plus subtile par la logique du cheval de Troie, c'est-à-dire en introduisant dans les univers autonomes des producteurs hétéronomes. Bon, des producteurs hétéronomes qui vont, avec l'appui de forces externes, recevoir une consécration qu'ils ne peuvent pas recevoir de leur père. Bon, ils vont avoir une cote télé. Hein. Bon, alors ça, je peux dire, c'est un fait. De plus en plus, dans certaines disciplines, la consécration par les médias est prise en compte même par les commissions du CNRS. Alors ça, c'est une chose très très inquiétante, parce que ça veut dire que le jugement externe, donc lorsque monsieur X ou Y invite un chercheur, il lui donne une forme de consécration qui jusqu'à ce jour était plutôt une dégradation. Moi je me rappelle encore, il y a à peine 30 ans, 35 ans, Raymond Aron était profondément suspecté dans ses capacités d'universitaire, de chercheur, etc., parce qu'il était lié aux médias. Aujourd'hui, le changement du rapport de force entre les champs, maintenant, est tel que, de plus en plus, les facteurs, les critères d'évaluation externes, le passage chez Pivot, les consécrations dans les magazines, les portraits dans les... s'imposent contre le jugement des pairs. Bon, alors, là, il faudrait prendre l'exemple dans l'univers le plus pur, l'univers scientifique, pur, des sciences dures. Hein. Dans le cas des sciences sociales, ce serait compliqué, parce qu'en plus, les sociologues, on parle sur le monde social, où tout le monde a des enjeux. Donc on a intérêt, les intérêts sont évidents. Hein. On a ces bons sociologues, ces mauvais sociologues, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la sociologie. Mais dans le cas de disciplines apparemment plus indépendantes, comme l'histoire, ou même l'anthropologie, ou même la biologie, ou même la physique, l'arbitrage médiatique devient de plus en plus important dans la mesure où l'octroi ou l'obtention de crédits peut dépendre d'une notoriété dont on ne sait plus trop ce qu'elle doit aux médias et à la réputation auprès des pairs. Donc, je pense, là j'ai l'air de dire des choses excessives, mais malheureusement, je pourrais multiplier les exemples. Enfin, il y a de plus en plus d'exemples d'intrusion de pouvoir médiatique, c'est-à-dire économique médiatisé par les médias. Hein. Il ne faut pas oublier, j'ai dit qu'ils étaient autonomes, mais dans l'univers de la science la plus pure, cette imposition du pouvoir des médias n'est pas une imposition à sens unique, c'est-à-dire que pour qu'elle s'exerce sur des univers comme l'univers scientifique ou comme l'univers littéraire, etc., il faut qu'elle trouve la complicité dans le champ, dans les univers considérés, dans les espaces considérés. Et ce que la sociologie permet de comprendre, c'est évident, les journalistes vous diront, mais vous savez,
les universitaires se précipitent dans les médias. Et moi, j'ai des témoignages par mes entretiens, par des confidences, etc., de journalistes qui sont terrifiants, qui font douter vraiment de l'autonomie des écrivains, des artistes, etc. Bon, alors, cela dit, on peut comprendre aussi qui collabore, parce que j'emploie le mot à dessein. Bon, nous venons de publier dans Actes de la recherche en sciences sociales un numéro sur le champ littéraire français sous l'occupation. Bon, le champ littéraire, c'est comme le champ journalistique, c'est une logique, il y a des forts, il y a des faibles, il y a des rapports de force, etc. Bon, et à partir de cette une très très belle analyse, on ne dit pas qui est le collabo, qui n'est pas collabo, on condamne, etc. La plupart des travaux sont de ce type, ce sont des dénonciations, des condamnations, les historiens jouent au tribunal de l'histoire, mais ce n'est pas le rôle des savants. Nous essayons de comprendre pourquoi, à un certain moment, il y a des gens qui sont allés plutôt de tel côté, plutôt de tel autre, à partir d'un certain nombre de variables. Alors là, pour aller vite, la loi est celle-ci, plus les gens sont reconnus par leur père, plus ils ont de ce que j'appelle de capital spécifique, c'est-à-dire plus ils sont importants pour leur père. En gros, un champ très autonome, comme le champ des mathématiques, c'est un champ dans lequel les producteurs n'ont pour client que leurs pires concurrents. C'est ça, un champ de mathématiques, c'est ça, le concurrent, c'est celui qui aurait pu trouver à votre place. Les autres comprennent rien. Alors, moi, mon rêve, c'est que la sociologie devienne comme ça, et que je n'ai pour concurrent que mes pires concurrents. Malheureusement, la sociologie est telle que tout le monde s'en mêle. Durkheim disait ça, la sociologie, tout le monde croit la savoir. Monsieur Perfit va me donner une leçon de sociologie, Monsieur Alain Minck, enfin, tout le monde. Bon. Donc, ça, c'est un très gros problème. Et pour conquérir l'autonomie, il faut créer cette espèce de barrière, de tour d'ivoire, derrière laquelle on peut travailler. Et on se juge en connaissance de cause, on se critique violemment, mais avec des armes, avec des instruments techniques. Je reviens au problème de la collaboration et de la résistance. Plus les gens ont de capital spécifique, plus ils sont producteurs sur le marché restreint, c'est-à-dire le marché sur lequel on a pour client ses propres concurrents, plus ils sont résistants. Bon. Plus au contraire, ils sont producteurs sur le marché de grande production, Claude Farrer par exemple, je prends un exemple, plus ils sont producteurs de romans à la mode, enfin on a l'équivalent aujourd'hui, plus ils collaborent. Voilà. Ça c'est quand même intéressant. Et je pense que c'est une loi très générale qu'on peut transposer au présent. Alors vous disiez quand même collaborer avec les médias, c'est pas comme collaborer avec l'ennemi. Du point de vue de la science, c'est pareil. Et simplement, les lois qui inclinent à la collaboration sont les mêmes, et je dis là très fermement, si les champs scientifiques, politiques, si j'ai le temps j'en dirai un mot, littéraires, scientifiques, etc., sont menacés par l'emprise des médias, c'est qu'il y a à l'intérieur de ces champs des gens hétéronomes, des gens peu consacrés du point de vue des valeurs spécifiques du champ, on peut dire dans le langage indigène des ratés ou en voie de le devenir, qui ont intérêt à l'hétéronomie, qui ont intérêt à aller chercher dehors des consécrations qui n'ont pas dedans, et qui vont être très bien vues par les journalistes, parce qu'ils ne feront pas peur, alors que les gens autonomes font peur, disent qu'est-ce que c'est que votre connerie, votre question, etc. Les gens hétéronomes sont prêts à passer par les exigences, voilà. Et on dira, voilà. Donc ça, je pense, c'est très important. C'est pourquoi très souvent, je peux apparaître comme en bagarre contre un certain nombre d'intellectuels hétéronomes. Je pense qu'ils sont le cheval de Troie à travers lequel l'hétéronomie, c'est-à-dire les lois du commerce, de la politique, etc., s'introduisent. Et je prends très vite, puisque j'ai fait allusion à l'exemple de la politique, le champ politique lui-même a une certaine autonomie. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas. Le Parlement est une image, ça, c'est une espèce d'arène, un champ de lutte, une espèce d'arène, à l'intérieur de laquelle vont se régler par le langage, selon certaines règles, etc., un certain nombre de disputes entre des gens qui sont censés exprimer des intérêts, etc. Bon.
la télévision arrive. La télévision va faire sur ce champ ce qu'elle fait sur les autres champs. C'est-à-dire elle va mettre en question les droits de l'autonomie. Alors je vais prendre, ça serait très long à raconter, mais c'est une petite histoire qui est racontée dans ce numéro spécial de Actes de la Recherche sur l'emprise du journalisme. C'est l'affaire de la petite Karine, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une gamine du sud de la France qui est, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, a été assassinée, etc. etc. Bon, un petit journal du coin raconte la petite Karine. Bon, le papa fait proteste, puis le frère du papa proteste, et puis ils font une petite manifestation, puis c'est repris par un petit journal, puis un petit journal, puis un petit journal. Bon, il y a quelqu'un, on dit, mais c'est pas possible, les assassins d'enfants, c'est affreux, etc. La peine de mort, il faut rétablir. Hein, bon, les hommes politiques à base locale s'en mêlent. Évidemment, les gens plutôt Front National sont particulièrement excités. Un journaliste de Toulouse, comment dire, un peu plus conscient, dit mais enfin quand même, attention, c'est du lynchage, il faut réfléchir, il faut reculer. Bon, les associations d'avocats s'en mêlent, mais enfin dit tout de même, la justice, on ne va pas faire la justice directe, etc. Mais ça monte, et puis on rétablit l'incarcération à perpétuité à la suite d'une pression, voilà. Autrement dit, j'ai très mal raconté l'histoire, mais enfin vous l'avez suffisamment à la mémoire pour que vous puissiez retrouver le fil. On voit comment une forme perverse de la démocratie directe peut se mettre en place, qui fait disparaître cette espèce de réserve, de distance à l'égard de l'urgence, à l'égard des pressions, à l'égard des passions collectives qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Bon, cette espèce de lieu où on réfléchit, où on fait intervenir l'histoire, le passé, le droit, les arguments, etc. etc. Bon, c'est balayé et on a directement une sorte de logique de la vengeance, contre laquelle toute la logique politique s'est constituée. Alors, même chose dans le champ juridique, où un certain nombre de justiciers, de magistrats, etc., bon, pas tous, mais bon, trouvent dans les médias une manière de court-circuiter les hiérarchies internes, bon, ce qui peut être très bien, mais aussi les lois du milieu qui sont des lois discutables, mais qui elles sont elles-mêmes des conquêtes historiques, des trucs, etc. Bon, il faudrait prendre le dernier exemple, sur l'exemple de l'univers scientifique, où il y a eu des affaires, depuis le sang contaminé jusqu'à... Enfin, il y a toute une série d'affaires où la logique de la démagogie, bon, qui est inscrite dans Audimat, parce qu'Audimat c'est équivalent de démagogie, la logique de la démagogie se substitue à la logique de la démocratie. Et là je voudrais dire simplement quelques mots sur ce point. Au fond, j'ai mis très très longtemps à faire cette distinction qui est très difficile, et je pense que si j'ai piétiné, j'ai quelques justifications dans la mesure où c'est un problème dans lequel se sont empêtrés tous les penseurs dès le XIXe siècle. Je pense par exemple à Mallarmé, qui est le symbole de l'écrivain ésotérique, pur, écrivant pour quelques personnes dans une langue inintelligible du commun. Mallarmé s'est préoccupé toute sa vie d'exprimer, de rendre en quelque sorte à tous ce qu'il avait conquis par son travail de poète. Et s'il y avait eu les médias, c'est quelqu'un qui s'est demandé: est-ce que je vais à la télévision ? Comment concilier cette exigence de pureté, d'ésotérisme, qui est inhérente au travail même, à toute espèce de travail scientifique ou intellectuel, avec le souci démocratique de rendre ces acquis accessibles au plus grand nombre. Bon, je vais dire ça autrement. Au fond, ce que implicitement j'ai défendu, c'est l'idée que la télévision, dans un certain nombre d'univers, fait entrer des gens
en les dispensant du droit d'entrée. C'est-à-dire que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Hein, c'est la vieille formule. Bon, on peut, c'est pas encore vrai pour les mathématiciens, mais c'est déjà vrai pour les sociologues, c'est vrai pour les philosophes, c'est vrai pour même pour les écrivains. La télévision peut consacrer, comme sociologues, écrivains, etc., des gens qui n'ont pas payé le droit d'entrée du point de vue de la définition interne de la profession. Alors, au nom de ça, on peut dire, mais vous êtes en train de tenir des propos élitistes, et vous défendez la citadelle assiégée de la grande science, de la grande culture, vous l'interdisez au peuple, etc., vous n'êtes pas démocrate. Je dis non. Pour échapper à l'alternative de l'élitisme et de la démagogie, il faut dire qu'il faut à la fois sans contradiction, qu'on peut à la fois sans contradiction défendre le maintien du droit d'entrée et même l'élévation du droit d'entrée, puisque j'ai dit tout à l'heure pour la sociologie, je souhaiterais que ce soit comme pour les mathématiques, élévation du droit d'entrée. Je pense que beaucoup de malheurs de la sociologie viennent du fait que le droit d'entrée est trop bas. Élévation du droit d'entrée et renforcement du devoir de sortie. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait du devoir de sortie accompagner des moyens de sortir. Ce que je tente de faire laborieusement ce matin, c'est-à-dire ce que j'ai acquis, je vais me mettre en quatre pour essayer de le dire. Alors, il faudrait que ce soit fait avec l'assistance. Alors, on parle de vulgarisation, etc. C'est un problème ancien. C'est un problème ancien, mais déjà le mot vulgarisation, rien que ça, ça commence mal. En fait, je pense que ce qui serait important, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut payer. Il y a des savoirs universels, je pense, le droit universel, les mathématiques, la philosophie, tout va être universel. Simplement, ces conquêtes universelles sont le monopole particulier de certains. En fait, il faut défendre les conditions de production de l'universel et d'augmentation de cet universel, de l'amélioration du droit, par exemple. Et en même temps, il faut généraliser les conditions d'accès à l'universel. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que de plus en plus de gens aient les conditions qui permettent de recevoir l'universel. Les idées reçues, ça se communique facilement parce que ça passe. Bon. Plus une idée est complexe, plus elle est produite dans un univers autonome, plus la restitution devient difficile. Donc pour ça, il faut que les gens qui sont dans les petites citadelles ne restent pas dans leur citadelle, sortent de la citadelle dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, ça c'est important. Lutte pour avoir de bonnes conditions, lutte pour avoir la propriété de leurs moyens de diffusion, pour contrôler leurs moyens de diffusion, pour pas être coupé par un zozo qui vient leur dire monsieur votre phrase, etc. Et qui luttent collectivement, avec l'aide des gens qui reçoivent, et que les gens qui reçoivent aussi reçoivent une éducation qui leur permette d'élever le niveau de réception. Ce qui est très important. Je pense les penseurs du 19e siècle, qui ont fondé la République, disaient, on oublie ça, disaient l'instruction, c'est pas uniquement savoir lire, écrire, compter pour pouvoir faire un bon travailleur, c'est savoir lire, écrire, compter pour pouvoir être un bon citoyen, pour être en mesure de comprendre les lois, de comprendre ses droits, de défendre ses droits, de comprendre les associations syndicales, etc. etc. Donc je pense qu'il y a un devoir d'universalisation des conditions d'accès à l'universel. Alors la lutte contre l'audimat, bizarrement, c'est une lutte pour la démocratie. L'audimat, c'est la sanction du marché, c'est la sanction de l'économie, c'est pas du tout la sanction de la démocratie. Et je pense qu'on peut lutter contre l'audimat au nom de la démocratie.